Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 28 août 2023, avec l'Égypte qui espère que son entrée imminente dans le groupe de BRICS contribuera à réduire son déficit en devises et attirer de nouveaux investissements. Les détails avec Dalia Karam. Réuni en sommet à Johannesburg, le groupe des BRICS a annoncé ce jeudi qu'il allait accueillir de nouveaux membres. Dans leur volonté de gagner en influence sur le monde, les pays émergents membres des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, se sont mis d'accord pour ouvrir leur rang à 6 nouveaux pays. L'Égypte, l'Iran, l'Argentine, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis devraient rejoindre l'originel club des 5 à partir du 1er janvier 2024. Avec ce sommet, les BRICS entament un nouveau chapitre et s'est félicité Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. La question de l'expansion des BRICS était la priorité de ce 15e sommet qui s'est ouvert mardi en Afrique du Sud. Une quarantaine de pays avaient demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt. Selon les dirigeants des BRICS, cet engouement montre l'influence grandissante des pays émergents sur la scène mondiale. Les pays membres des BRICS produisent aujourd'hui un quart de la richesse mondiale et rassemblent 42% de la population du globe. Mais au sein de l'Alliance, la croissance de chacun des pays, souvent très éloignés géographiquement, reste inégale. La Chine fait la course en tête avec un PIB chiffré à près de 18 000 milliards de dollars en 2022 selon la Banque mondiale, alors que l'Afrique du Sud, arrivée la dernière au sein du groupe, reste largement à la traîne avec un PIB à 400 000 milliards de dollars. Poids lourd comptant pour environ 70% du PIB du groupe, Pékin était clairement en faveur d'une expansion. À l'inverse, l'Inde restait sur la réserve, se méfiant des ambitions de son rival chinois. Après de longues tractations, New Delhi a finalement approuvé l'idée d'une expansion. Celle-ci donnera un nouvel élan à nos efforts communs et renforcera la croyance de nombreux pays en un ordre mondial multipolaire. S'est réjoui jeudi le Premier ministre indien Narendra Modi. Washington a affirmé cette semaine ne pas voir dans les BRICS de futurs rivaux géopolitiques, assurant vouloir maintenir de solides relations avec le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. De son côté, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a d'ores et déjà affirmé que le bloc continuerait à gagner du terrain. Les BRICS continueront à s'ouvrir à de nouveaux membres, a-t-il avancé, et à être la force motrice d'un nouvel ordre international. Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est rendu mercredi à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour assister au 15e sommet des BRICS. Intervenant lors du sommet, Madbouli a déclaré que l'Égypte est impatiente d'être un membre actif et influent du bloc et de contribuer à ses efforts visant à trouver des solutions pratiques efficaces et réalisables aux défis rencontrés par nos pays. Un commentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé l'aspiration de l'Égypte à promouvoir la coopération et à poursuivre le travail conjoint avec les États membres du bloc BRICS dans divers domaines au niveau bilatéral et multilatéral. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'un discours qu'il a prononcé jeudi au cours d'un dialogue de haut niveau sur la coopération entre l'Afrique et les BRICS qui s'est tenu en marge du 15e sommet des BRICS. Le Premier ministre a participé au sommet des BRICS au nom du président Abdel Fattah al-Sisi. M. Madbouli a déclaré que l'Égypte accueille favorablement toutes les initiatives et tous les projets visant à réaliser des intérêts mutuels et à construire un partenariat durable. Il a ajouté que l'Égypte est impatiente d'être un membre actif et influent du bloc et de contribuer à ses efforts visant à trouver des solutions pratiques, efficaces et réalisables aux défis rencontrés par nos pays. Cela nécessite d'intensifier l'action commune dans le cadre de la coopération Sud-Sud, a noté le Premier ministre. La séance de dialogue de haut niveau s'est tenue dans le cadre du plan BRICS Place sous le thème BRICS et Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Au cours de son discours, M. Madbouli a exprimé ses remerciements au président sud-africain
Cyril Ramaphosa, pour avoir accueilli dans son pays le 15e sommet des BRICS dans un contexte de conditions exceptionnelles que connaît le monde, qui inclut des complications sans précédent qui affectent de manière significative les pays en développement et leur économie. Le Premier ministre a également salué la mesure prise par les BRICS pour s'étendre, ce qui, selon lui, contribuerait à aider le bloc à être plus efficace et plus capable d'exprimer sa vision au niveau international. M. Madbouli a noté que l'Égypte souhaitait renforcer ses relations avec les pays BRICS au cours des dernières années en participant aux sessions organisées dans le cadre du plan BRICS Plus. Il a ajouté que l'Égypte a également rejoint la nouvelle banque de développement du bloc en 2021. Le Premier ministre a passé en revue la vision de l'Égypte concernant les domaines sur lesquels se concentre la coopération entre les blocs BRICS et les pays en développement au stade actuel. Il a déclaré que la vision de l'Égypte inclut la nécessité d'intensifier les efforts conjoints pour faire face à la crise alimentaire qu'il a décrite comme l'un des risques les plus importants auxquels sont confrontés les pays en développement et à ses conséquences. Cela peut être réalisé, ajoutait le Premier ministre, en coordonnant et en intensifiant les efforts dans le cadre d'une action multilatérale, régionale et internationale pour répondre aux besoins des pays en développement. La vision comprend également le développement des secteurs de l'agriculture et des industries alimentaires, le transfert de la localisation de technologies, le renforcement des capacités et l'amélioration des infrastructures dans les zones rurales. Le Premier ministre a souligné que cela inclurait également le transfert de technologies agricoles ainsi que des systèmes d'irrigation modernes et durables. À cet égard, M. Madbouli a déclaré que l'Égypte est prête à accueillir une plateforme mondiale pour l'approvisionnement et le stockage des céréales en coopération avec la communauté internationale d'une manière qui contribue à faire face à la crise alimentaire mondiale. Le Premier ministre a ajouté que la vision de l'Égypte consiste également à réformer la structure économique et financière internationale afin de la rendre plus équitable, plus juste et plus adaptée aux besoins des pays en développement, y compris ceux à revenus intermédiaires. Le Premier ministre a noté que la vision de l'Égypte comprenait également le développement de mécanismes visant à réduire le fardeau de la dette extérieure par le biais d'exonération, d'échange ou de paiement facile, en plus des propositions liées à la gouvernance du système financier mondial. L'Égypte et la Russie ont marqué samedi le 80e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Les célébrations tout au long de l'année comprennent plusieurs événements et programmes conjoints visant à mettre en valeur l'histoire, la spécificité et la diversité des relations égypto-russes. Les activités qui seront lancées comprennent la coordination et la coopération entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays dans la production et la préparation de programmes documentaires et télévisés communs ainsi que des projets de coopération spécialisés dans plusieurs domaines. Les ministères des Affaires étrangères égyptiens et russes organisent également des expositions conjointes pour présenter des documents d'archives et des documents sur l'histoire des relations entre les deux pays, en plus de programmes de formation conjoints entre jeunes diplomates et étudiants universitaires des deux côtés. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et son homologue Sergueï Lavrov ont échangé des discussions de félicitations qui ont souligné la profondeur et la spécificité des relations égypto-russes. Toujours en ce qui concerne l'Égypte et la Russie, dès l'élection du président Abdel Fattah el-Sisi en 2014, l'Égypte et la Russie forment une alliance nécessaire dans un contexte géopolitique en pleine mutation. Les deux chefs d'État se sont vus plusieurs fois en l'espace de 9 ans. En plus de l'entente personnelle affichée, le président el-Sisi et Vladimir Poutine sont alignés sur les enjeux sécuritaires régionaux. Retour sur les différents aspects des relations égypto-russes. Les relations entre l'Égypte et la Russie ont connu un rebond exponentiel depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi en juillet 2013.
Ce rapprochement entre les deux pays repose aussi bien sur des liens historiques profonds que sur une convergence de vues diplomatiques et sécuritaires. Les relations commerciales entre les deux pays ont connu un bond considérable, passant de 2,8 milliards de dollars en 2011 à 8 milliards de dollars en 2018 et faisant de la Russie le troisième partenaire économique de l'Égypte après l'Union européenne et la Chine. L'Égypte représente de loin le partenaire commercial le plus important de la Russie en Afrique du Nord. La coopération bilatérale se diversifie également sur les plans industriels et énergétiques. Depuis 2001, la compagnie pétrolière Lukoil extrait du pétrole du port de Hurghada au large de la mer Rouge. En mars 2015, l'Égypte s'est tournée vers Gazprom pour se fournir en gaz naturel liquéfié avec un accord portant sur une livraison de 35 cargos de gaz naturel liquéfié de 2015 à 2020. En octobre 2017, Rosneft a quant à elle acquis auprès du groupe Eni une participation de 30% dans la concession pour le développement du champ Zohr, plus important gisement gazier de la Méditerranée. En mai 2018, les deux pays concluaient un accord visant à rétablir une zone industrielle russe à l'est de Port Saïd, dans laquelle la Russie prévoit d'investir 6,9 milliards de dollars. Cette année-là, 451 compagnies russes se sont installées en Égypte. L'implantation des investisseurs russes dans ce pays ouvre incontestablement la voie à une pénétration progressive sur le marché africain. Les ventes d'armes et la coopération militaire sont la démonstration la plus tangible du rapprochement entre le Caire et Moscou. Entre 2013 et 2017, l'armée égyptienne a pris possession de 46 avions de combat de systèmes antiaériens de type Buk Mi-2 et S-300VM et de 46 hélicoptères d'attaque K-52. Le nucléaire civil est l'autre domaine dans lequel le Caire et Moscou ont noué une fructueuse coopération énergétique. En 2017, l'Égypte et la Russie ont signé un accord pour la construction de la première centrale nucléaire égyptienne à Dabra, ville côtière située à l'ouest d'Alexandrie. Par son envergure, ce projet pharaonique n'est pas sans rappeler la construction du barrage hydraulique d'Aswan par les soviétiques dans les années 1960. Le groupe Rosatom, coopération étatique, est chargé de la réalisation de 4 réacteurs à eau sous pression d'une puissance de 1200 MW chacun pour un montant de 26 milliards de dollars financé à 85% par un prêt russe. Les 15% restants le seront par l'Égypte, avec un remboursement du prêt sur une période de 25 ans. Ce projet comprend la construction de la centrale, la livraison du combustible nucléaire, ainsi que la formation des travailleurs et la maintenance et la réparation des unités de production. L'Égypte a lancé avec succès la première étape de l'initiative nationale DEWI, ou résonne visant à autonomiser les filles égyptiennes. Signifiant une voix qui résonne avec un impact, DEWI est une initiative nationale en cours engageant les adolescents filles et garçons dans les activités qui les aident à s'exprimer et à accepter la diversité et l'égalité, tout en favorisant l'engagement de leur famille et de leur communauté, changeant ainsi la façon dont la société voit et parle des filles. L'Égypte a lancé avec succès la première étape de l'initiative nationale DEWI, ou raisonnement visant à autonomiser les filles égyptiennes et à promouvoir l'égalité et l'acceptation des autres parmi les enfants. L'initiative parrainée par la première dame égyptienne, Intisar Sisi, vise à créer un espace sûr et solidaire pour les filles, à les aider à acquérir différentes compétences et à leur fournir un accès aux services. Le ministre de la Santé et de la Population, Hossam Abdelghaffar, a déclaré que la première étape de l'initiative a été achevée dans 4 gouvernorats, saluant la coopération entre les entités étatiques et la société civile dans cet effort. Par ailleurs, M. Abdelghaffar a salué l'initiative visant à promouvoir des comportements positifs chez les enfants de moins de 18 ans en les aidant à acquérir des compétences et des valeurs cruciales comme le travail d'équipe pour leur permettre de faire face aux défis. Le ministre de la Santé a également noté que ces compétences et valeurs devraient être intégrées dans des programmes éducatifs.
Le représentant de l'UNICEF, Jeremy Hopkins, a affirmé que son agence est fière de l'initiative nationale pour l'autonomisation des filles d'Hawaï, la félicitant de se concentrer sur le développement des compétences des filles et sur le dialogue entre les générations. M. Hopkins a également salué l'initiative visant à soutenir l'égalité sans laisser aucune fille ou aucun garçon derrière, en particulier les filles et les garçons qui ont des capacités différentes. Il a salué les efforts du Conseil national pour l'enfance et la maternité et les ministères concernés pour autonomiser les enfants en Égypte, diffuser une culture de tolérance et d'acceptation d'autrui, lutter contre le harcèlement parmi les enfants, fournir un accès à une éducation de qualité et réduire la fracture numérique à travers le monde. Pour sa part, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Reda Hegazi, a salué le rôle du ministère de la Santé et ses efforts pour autonomiser les filles et les garçons et leur fournir des soins physiques et psychologiques dans le cadre de l'initiative Daoui. En outre, M. Hegazi a annoncé la création d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique et le Conseil national pour l'enfance et la maternité dans le cadre d'une initiative nationale intitulée Autonomiser l'enfant égyptien. Le partenariat a débuté en mai avec des ateliers de formation destinés aux enseignants des activités extrascolaires et aux travailleurs sociaux du ministère afin de consolider les connaissances et les compétences sur les problèmes. La construction de la nouvelle ville d'El Alamein s'inscrit dans le cadre du plan de l'État pour le développement de la côte nord-ouest de l'Égypte. L'État cherche à faire de la nouvelle ville d'El Alamein une destination pour le tourisme mondial et une des stations balnéaires les plus importantes de la côte méditerranéenne, avec un vaste complexe touristique et une corniche de 14 kilomètres qui fera la côte nord, la Riviera égyptienne. Tournée dans cette ville exceptionnelle de la côte nord, située à quelques 104 kilomètres à l'ouest d'Alexandrie et 184 à l'est de Marsa Matrouh. Avec ses eaux cristallines, ses plages sablonneuses et son climat modéré presque toute l'année, la région d'El Alamein à l'ouest de la ville d'Alexandrie se présente comme une destination touristique de premier rang. L'État développe une nouvelle zone touristique dans cette région promoteuse. S'étendant sur une superficie de 88 000 fedans et située à 104 km d'Alexandrie et à 240 km au nord-ouest du Caire, la nouvelle ville d'El Alamein fait partie des grands projets nationaux. Elle a été créée par décret présidentiel le 2 mai 2014. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de développement de la côte nord. Un littoral qui, selon les experts, possède tous les atouts nécessaires pour devenir une destination idéale pour les investisseurs comme pour les touristes. La nouvelle ville d'El Alamein a 3 objectifs: créer une nouvelle agglomération urbaine pour soulager la pression démographique sur les villes surpeuplées, mettre la côte nord sur la carte touristique internationale et attirer les investissements. Outre la création de quartiers résidentiels et d'une zone industrielle, la nouvelle ville comprend aussi la fondation d'un vaste complexe touristique. Une quinzaine d'hôtels y seront construits sur une superficie de 296 fedans, d'une capacité de 20 000 chambres. De même, 400 fedans seront consacrés à la création d'une zone de service pour les habitants qui comprend des clubs sportifs et des centres commerciaux. La nouvelle ville d'El Alamein, qui comprendra toutes sortes d'activités, sera ouverte tout au long de l'année. Ce projet, qui comprend des résidences touristiques et des hôtels, accorde beaucoup d'importance à la création des centres d'attractions touristiques comme les parcs de loisirs, les centres sportifs et les centres commerciaux qui intéressent beaucoup les touristes à l'heure actuelle. La ville est dotée d'une corniche à l'instar de la corniche d'Alexandrie de 25 mètres de large et 14 km de long et comprend des lieux de rassemblement, des terrains de jeu, des pistes cyclables, un grand parking ainsi qu'une plage. Il y aura aussi 6 lacs liés les uns aux autres qui s'étendront sur une superficie de 1700 fedans. Un autre atout touristique de la nouvelle Alamein est qu'elle sera une ville amie de l'environnement. Il y aura des bâtiments qui produiront leur consommation électrique et de nombreux espaces verts. Elle est également dotée d'un service de dessalement de l'eau de mer à travers l'énergie solaire. Les experts touristiques assurent qu'il existe une volonté politique de faire de cette région l'une des plus importantes destinations touristiques de la Méditerranée.
Porte d'entrée vers des sites d'exception comme le désert des oasis et les vestiges antiques, cette région peut accueillir les touristes tout au long de l'année et créer des milliers d'emplois pour les jeunes. La nouvelle Al Amin insufflera une nouvelle vie à la côte nord de l'Égypte. La réserve de Salouga et Ghazal est située dans le gouvernorat d'Aswan. La région a été déclarée réserve naturelle par décision du Premier ministre égyptien en 1986 pour préserver la diversité biologique des animaux, des plantes et des mammifères en voie de disparition. Un commentaire de Dalia Karam. La zone protégée de Salouga et Ghazal est l'une des réserves naturelles du sud de l'Égypte et est considérée comme la plus petite, car sa portée ne dépasse pas un demi-kilomètre sous la forme de groupes d'îles dans le Nil. L'écosystème unique des îles Salouga et Ghazal a incité le gouvernement à les déclarer protectorat en 1986. Les deux îles granitiques, couvrant moins d'un demi-kilomètre carré, contiennent des reliques de la forêt galerie d'acacia qui couvrait autrefois toutes les îles proches du premier fleuve du Nil. Leur biodiversité naturelle comprend plus de 100 espèces de plantes, 15 espèces de mammifères et 135 espèces d'oiseaux recensées. La réserve est située dans le gouvernorat d'Assouan, plus précisément au niveau de la première cascade à environ 3 km au nord du réservoir d'Assouan. Le nom est tiré des deux îles les plus importantes de la réserve. Île Salouga signifie cascade en langue nubéenne, tandis que l'île Ghazal semble faire référence à l'une des plantes anciennes poussant sur ces îles. La région a été déclarée réserve naturelle par décision du Premier ministre égyptien en 1986 pour préserver la diversité biologique des animaux, des plantes et des mammifères en voie de disparition. الله أكبر الله